Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc effectivement, je vais faire une introduction un petit peu décalée par rapport, on va dire, aux spécialités des autres intervenants de la journée. Et je vais m'intéresser ici donc aux freins et aux leviers de l'intégration des préoccupations environnementales. La majorité de la présentation portera sur les freins. Nous verrons à la fin quelques leviers qui notamment portent sur l'innovation créative et finalement tout ce qu'on appelle les tiers-lieux de nos jours, qu'on a l'impression que c'est un peu à la mode, mais finalement ce sont des outils extrêmement puissants pour permettre de résoudre des problèmes complexes qui font intervenir différentes parties prenantes. Donc pour commencer... Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est sûr, c'est ici. Donc pour commencer, j'aborderai la question qui avait été soulevée par Hans Jonas en 1979, publication française de son livre qui s'intitulait le principe responsabilité, dans lequel il a un concept qui est le concept du prophète de malheur. Et en fait, Hans Jonas nous expliquait que ce prophète de malheur était doublement maudit. Qu'est-ce qu'il entendait par là ? Il entendait par là le fait que si une personne a conscience de problématiques environnementales et qu'il les annonce, eh bien, il est maudit parce que si jamais on l'écoute et qu'on met en œuvre les mesures pour éviter la survenance du problème, eh bien, lorsque ce problème ne survient pas, il n'a aucun moyen de prouver qu'il avait raison si les gens le mettent en doute. Donc ça, c'est la première malédiction. Et la deuxième malédiction, c'est que si on ne l'écoute pas, eh bien, lorsque le problème survient, c'était le problème qu'il voulait éviter, et donc il est à nouveau maudit, puisque bon, il ne va pas dire « je vous l'avais bien dit », etc. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéressait, c'était d'éviter le problème. Et ça, c'est un problème assez fondamental dans les domaines de l'environnement, puisque eh bien, les problématiques environnementales sont soumises très fortement à débat. Et quand on regarde la façon dont ça se passe de nos jours, si on regarde un petit peu ce qu'écrivent nos collègues en psychologie sociale, qui démontrent des choses finalement que les économistes de l'environnement ont tendance à prendre pour des acquis, eh bien, déjà, les premières choses que nous disent ces auteurs, c'est que paradoxalement, eh bien, la préoccupation des scientifiques, le degré de préoccupation des scientifiques ne s'accompagne pas forcément d'un niveau élevé de prise de conscience ou de changement de pratiques adaptées. Et à partir de ce moment-là, eh bien, puisque on n'a pas de corrélation, on n'a pas un même niveau de prise de conscience entre les scientifiques et la population en général, eh bien, il y a des controverses et des interprétations qu'on peut rattacher donc à ce que nous disait Jonas auparavant. Et donc, pour réduire l'incertitude liée au fait qu'on ne prend pas tout cuit ce que nous disent les scientifiques, eh bien, on va chercher à réduire l'incertitude, et donc chacun va utiliser les informations et les indicateurs dont il dispose. Et donc les problématiques environnementales sont dès lors source d'enjeux et de débats qui conduisent les uns à les mettre en avant et les autres à les minorer. Et à ce moment-là, eh bien, il devient compliqué, difficile de construire des réalités objectives. La réalité environnementale, en fait, ce que nous disent les auteurs en psychologie sociale et ce que nous connaissons aussi en économie de l'environnement, c'est que la réalité environnementale est en fait une construction sociale de la réalité. Et cette construction sociale est propre à chaque groupe et il existe potentiellement autant de visions que de groupes particuliers concernés. Alors par exemple, à ce sujet, nous avons des chiffres qui vont dans ce sens-là, qui sortent par exemple ici d'un rapport de l'ADEME. Donc on va avoir deux tableaux d'un rapport de l'ADEME de 2017. Ici, donc un rapport de Daniel Bois. Et qu'est-ce que nous dit par exemple ce tableau ? C'est que lorsqu'on demande aux agents économiques la question qui leur paraît la plus importante, alors, sécurité, immigration, environnement, enfin vous voyez toutes les questions sociétales qui peuvent traverser nos débats, eh bien, le grand public place l'environnement dans les derniers rangs des préoccupations, avec seulement 6%, et à contrario, chez les agriculteurs, eh bien, ça vient en seconde position, avec 19% qui le classent en premier.
Et ce choix est bien entendu encore plus marqué, d'accord ? C'est pas un résultat contre-intuitif, au contraire. Eh ben, le résultat est encore plus marqué parmi les agriculteurs qui pratiquent le bio, puisque chez eux, c'est 45% qui le placent en premier lieu. C'est pas étonnant. Et en revanche, eh bien, le résultat est moindre au sein des grandes exploitations, par opposition aux plus petites exploitations. Ensuite, si on demande, finalement, vous voyez, lorsque l'on parle aujourd'hui de réchauffement climatique, de réchauffement de l'atmosphère terrestre dû à l'augmentation de l'effet de serre, est-ce plutôt une certitude, une hypothèse ou sans réponse? Eh bien, les agriculteurs sont dans l'ensemble un peu moins convaincus que le public d'une quasi-unanimité de la communauté scientifique sur les origines du réchauffement climatique. Et le doute quant à cette unanimité est plus prononcé au sein des grandes exploitations, dans les exploitations de 200 hectares et plus, où c'est à 38%, et alors que dans les exploitations de moins de 20 hectares, eh bien finalement, ce résultat n'apparaît que pour 25% des répondants. Et l'expression d'une certitude scientifique, eh bien, ici, est plus marquée chez les jeunes, à 77%, contre 50% pour les plus âgés. Les décisions en matière environnementale, reposent par ailleurs sur ce qu'on appelle en économie l'évaluation de coûts d'opportunité. Alors globalement, les décisions en matière environnementale ne reposent pas que sur des méthodes d'évaluation des coûts d'opportunité, mais c'est important lorsque nous faisons une évaluation, par exemple, je ne sais pas, des services écosystémiques, pour savoir un petit peu quel niveau de dépense on doit faire pour une problématique environnementale particulière. Généralement, si on a un effet sur la production, par exemple, d'un agriculteur, je ne sais pas, on est en train d'envisager une opération de reméandrage d'un cours d'eau, par exemple, on va passer, par exemple, d'un cours d'eau rectiligne à un cours d'eau qui va récupérer son lit d'origine, donc qui va plutôt être sinueux. Ça va obligatoirement avoir des effets sur la taille des exploitations qui sont autour, donc on aura potentiellement une perte économique. En fait, l'idée du coût d'opportunité, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un choix particulier, on renonce aux valeurs que nous offraient les autres choix. Et donc, quand on protège l'environnement, quand on veut protéger l'environnement, quand on prend des décisions en faveur de l'environnement, même si c'est pour une modification de la production, eh bien, nous allons toujours comparer ça à la valeur économique. Et ce qui se passe en général, c'est qu'on donne une importance très importante finalement à la matière économique en disant qu'attention, ici, la décision qu'on va prendre va avoir un effet délétère sur l'activité économique. Ensuite, nous avons un autre problème qui se pose qui est lié à notre vocabulaire. Comme je vous le disais, finalement, l'approche de l'environnement est avant tout sociale et culturelle. Et il y a la question du vocabulaire qui intervient très fortement. Qu'appelons-nous un déchet? Qu'appelons-nous une mauvaise herbe? C'est toujours bizarre de se dire qu'un téléphone portable, quand il arrive en fin de vie chez nous, ou une voiture, devient un déchet, et dès lors qu'il change de continent, ça redevient un téléphone portable ou ça redevient une voiture. Pourquoi? Parce que c'est notre approche du bien, à un moment donné, qui fait que nous n'avons pas la même perception finalement de ce bien. Il en va de même pour les mauvaises herbes. Pour la nature, bien entendu, la plante n'est pas mauvaise. Et le problème, c'est que, eh bien, il faut s'interroger de savoir si c'est vrai, si la façon dont ça a influencé nos pratiques sont bonnes, si nous ne sommes pas passés à côté d'un rôle potentiel, hein, j'entendais, on parlait de couvert végétal, de choses comme ça, est-ce que ça ne peut pas avoir un rôle? Parce que finalement, eh bien, la façon dont nous définissons, dont nous nommons les choses et donc dont nous les définissons même inconsciemment derrière, va jouer sur la façon dont on va appréhender les causes, les conséquences, les pratiques et les solutions à mettre en œuvre. Et donc, le problème qui... Ah, ça n'a pas bougé. Ah si, c'est bon, ça a bougé, excusez-moi. Donc, le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les problématiques environnementales
s'inscrivent au cœur de l'incertitude scientifique. Et donc, même lorsqu'elles sont reconnues scientifiquement, les conséquences sont difficilement perceptibles à l'échelle individuelle. Et bien entendu, c'est d'autant plus vrai que la problématique environnementale est globale et complexe. Et les individus sont alors enclins à rechercher des indicateurs afin de s'approprier des problématiques environnementales, à défaut de les ressentir comme une réalité quotidienne. Or, la perception d'indicateurs tels que la modification des cycles saisonniers, les températures, enfin la modification des températures, l'évolution de la biodiversité, eh bien, dépend beaucoup des représentations que nous avons et des croyances individuelles. De plus, les agents économiques ont tendance à inscrire leur perception dans un processus d'ancrage et d'objectivation. Et donc, le choix des indicateurs qu'ils vont faire s'inscrit dans une recherche de cohérence cognitive et de réduction de l'incertitude. Et les individus, pour assurer la cohérence cognitive, ont tendance à inscrire toute nouvelle représentation dont ils n'avaient pas l'habitude dans un univers cognitif qui préexiste. Et donc, ils vont modifier un cadre de référence familier, quelque chose qu'ils connaissent, pour interpréter des informations nouvelles relatives à un objet non familier. Et ça, c'est ce qu'on appelle le processus d'ancrage, qui permet de donner un sens particulier à toute information nouvelle. Ça renvoie à ce qu'on connaît en économie avec les biais d'ancrage. Si je vous demande combien vous êtes prêt à payer entre 0 et 100, ou si je vous demande ce que vous êtes prêt à payer entre 10 et 100, en fait, même si entre 0 et 10, il n'y a pas de raison d'avoir de réponse là-dedans, si je m'amuse à faire ça, vous allez avoir tendance, si je vous demande entre 10 et 100, à me donner des résultats qui vont être plus élevés qu'entre 0 et 100. Nous avons des ancrages psychologiques par rapport à ce que nous connaissons, qui ont lieu et contre lesquels on peut difficilement lutter. Et donc, la réduction de l'incertitude, en revanche, elle est assurée par le processus d'objectivation, où on transforme les croyances ou des informations vagues en certitudes, de telle sorte que ces éléments n'apparaissent plus comme le fruit de l'activité cognitive de celui qui les porte, mais comme les reflets d'une réalité extérieure objective. Et donc, voilà, l'appréhension des problématiques environnementales s'effectue ainsi à l'aune de la connaissance que les acteurs ont de la réalisation des aléas. Aléas qui peuvent relever de conditions particulières et pas forcément des problématiques globales en tant que telles d'ailleurs, mais on a tendance à regarder les choses par rapport à ça. Et donc ceci se fait notamment au travers des catastrophes connues et des conséquences subies. Et ces événements sont plus impliquants que les transformations environnementales qui sont annoncées parfois à long terme et difficilement perceptibles. Et en fait, cette proximité spatio-temporelle est extrêmement importante puisqu'elle permet pour les individus de rendre intelligible ce qui se passe et de le comparer à ce qu'ils vivent tous les jours, puisque ça rend les conséquences environnementales plus concrètes, notamment parce que ça permet d'aborder une balance coût-bénéfice des actions de mitigation ou des actions d'évitement avec des échelles équivalentes. Le problème, c'est que cela repose sur des événements ponctuels, alors même que les processus à l'œuvre sont continus et dynamiques. La conséquence, c'est qu'il y a une prise en compte partielle ou biaisée des problématiques environnementales. De plus, les individus sont soumis à des biais informationnels. Et ces biais informationnels nuisent à la prise en compte de l'environnement. Tout d'abord, les individus ont un manque de connaissances en ce qui concerne les causes, les conséquences, les mécanismes et les solutions à apporter. Ce manque de connaissances est tout à fait normal, on ne peut pas tout savoir sur tout, même quand on est spécialisé dans la production ou quand en tant que scientifique, on est spécialisé dans le domaine. Le problème, c'est que ce manque de connaissances est en partie lié aux controverses et aux incertitudes scientifiques dont nous avons parlé auparavant, et à leur relais qui est fait dans la société, notamment par les médias, qui deviennent une source d'information considérée comme peu fiable
Et l'information perçue peut être considérée comme exagérée, sensationnalisée et de fait peu crédible. Et donc, ces controverses peuvent entraîner un scepticisme tant sur les causes que sur les actions à mettre en œuvre, tant à l'échelle individuelle que nationale ou internationale. Et il devient alors primordial de sécuriser la connaissance des phénomènes. De plus, les agents font face à un phénomène d'écofatigue et à un sentiment d'impuissance. L'écofatigue est liée à la responsabilité des agents économiques, tant dans les causes que dans les solutions à mettre en œuvre. Dans le même temps, les agents économiques sont critiqués parce qu'ils sont perçus comme n'agissant pas, ou bien pire, comme n'ayant pas de volonté d'agir. Et en fait, ça, moi j'ai tendance à le relier à quelque chose contre lequel l'un de mes enseignants, quand j'étais à Bac+5, qui s'appelait Jacques Weber, feu Jacques Weber, nous alertait, c'est le « y a qu'à faucon ». Il n'y a qu'à faire ci, il faut qu'on fasse ça, c'est simple. Finalement, qui consiste à aborder les choses d'une manière simpliste, alors que l'approche est complexe, et sans même se rendre compte que c'est absolument délétère pour les agents économiques qui, eux, cherchent à agir. Et donc, le manque d'engagement dans des actions peut aussi survenir pour diverses raisons. Tout d'abord, un sentiment d'impuissance, la perception que les actions sont une goutte d'eau dans l'océan, que c'est inutile, que c'est inefficace ou encore contre-productif. Tout le monde s'interroge, est-ce que les autres sont prêts à agir? Parce qu'à chaque fois que l'on prend une action en faveur de l'environnement, qu'on doit modifier notre modèle de production, qu'on doit préserver une ressource, arrêter de produire à un endroit, finalement on a des pertes économiques. Mais alors, dans ce cas-là, on s'interroge, est-ce que les autres sont prêts à agir? Qu'est-ce qui se passe sur les autres territoires? Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? Et même si on va au-delà, est-ce qu'il n'y aurait pas des effets boomerang? Je prends une mesure de protection de la biodiversité, mais c'est bien beau, la biodiversité ne connaît pas les limites territoriales, administratives que les hommes créent. D'accord? Donc vous avez votre région, il y a la région d'à côté, le papillon, il passe d'une région à l'autre, on ne lui demande pas ses papiers. D'accord? Et c'est pareil pour les pays. L'hirondelle vient chez nous, elle part en Afrique, vous protégez les hirondelles en France, elles partent en Afrique, elles meurent là-bas, vous n'avez plus d'hirondelles en France. D'accord? Donc ces questions s'inscrivent finalement dans la complexité et la difficulté que nous pouvons avoir finalement à prendre les décisions à un moment donné parce que ça peut paraître complètement inutile. Et puis bien entendu, on a le problème, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour agir? Et donc, toute action individuelle, ça c'est un autre frein que j'ai un petit peu abordé, entraîne une perte de bien-être à court terme, alors que les bénéfices potentiels, eux, seront perçus à long terme. Et ça, c'est un dilemme temporel qu'on retrouve dans toutes les problématiques de développement durable. Et notamment, nous avons un stress qui est lié aux stratégies coûteuses et irréversibles à mettre en œuvre. Et là, on arrive à un problème qui est de savoir si on doit agir sur, donc là la première slide porte sur agir sur, ou faire avec. Agir sur consiste en une stratégie où l'agent examine le problème en profondeur, excusez-moi quand je dis agent c'est l'agent économique, examine le problème en profondeur avant de prendre une décision, d'établir une stratégie et de s'y tenir. Et donc, c'est une stratégie d'adaptation structurelle. En économie, on aime bien différencier structurel, conjoncturel. Eh bien, agir sur, c'est une stratégie d'adaptation structurelle qui a donc des effets à long terme. CRS, en 2010, nous dit que plus le changement climatique est identifié comme un enjeu fort et contraignant par les agriculteurs, plus ceux-ci sont enclins à réfléchir à des adaptations structurelles, impliquant parfois des investissements collectifs importants. Donc là, on voit le lien entre la perception que les agents ont et l'acceptation, l'acceptabilité pour eux des transformations qu'on va leur demander ou qu'ils vont accepter. Et donc la vision de l'action, dans ce cas, est justifiée en général par les personnes interrogées, par l'avenir de la profession et une affirmation collective. C'est-à-dire que là, l'agent économique dépasse la dimension individuelle et passe sur le collectif, face aux difficultés. Et donc les choix des pratiques agricoles engagent ici l'identité de la profession et son avenir. En revanche, quand on est sur une logique de faire avec,
Là, nous sommes sur une logique ponctuelle, conjoncturelle, au coup par coup. Et dans ce cas-là, on est dans des situations où le changement est relatif à une évolution en continu pour s'adapter à la conjoncture. Et cette stratégie est mise en œuvre par les agents qui veulent avoir la possibilité, parce qu'ils ont une forme d'incertitude, de revenir en arrière. D'accord ? Ils veulent préserver cette capacité à revenir en arrière. Et les agents économiques pensent ici à leur propre exploitation avant l'avenir de la profession. Ensuite, on relève un engagement qui est lié aux perceptions territoriales des problématiques environnementales. Donc là, ce sont encore des auteurs de psychologie sociale qui nous disent ça, notamment Weiss en 2014. Plus les effets du réchauffement climatique se traduisent rapidement localement et plus les systèmes agricoles doivent modifier leur stratégie afin de permettre une résilience des cultures et des sols. Cérès, en 2010, nous donne un exemple dans son étude auprès d'agriculteurs en zone de montagne. Et ils leur ont demandé, donc, pensez-vous qu'il y ait un changement climatique ? Et les réponses, c'était que les éleveurs des zones les plus sèches de l'étude étaient à 70% convaincus de l'existence d'un changement climatique, 30% ne se prononçaient pas, et dans les verbatims donnés par les gens, eh bien, certains parlaient d'une évidence. A contrario, dans les zones les plus humides ou les plus fraîches, eh bien là, les réponses étaient beaucoup plus partagées. 60% d'éleveurs étaient convaincus, ce qui est pas mal, mais il y avait aussi 25% des éleveurs qui déclaraient penser qu'il n'y a pas de changement climatique et 15% qui n'avaient pas d'opinion. Et les éleveurs, dans cette catégorie-là, associaient plus fréquemment les événements climatiques de ces dernières années à de simples aléas climatiques. De plus, Cérès 2010 nous parle d'un voisinage entre territoires. C'est-à-dire que les éleveurs des territoires les plus secs pensent déjà savoir faire avec, d'accord ? Donc ils se sont adaptés et ils pensent que c'est bon, ils ont déjà les pratiques pour s'adapter en continu aux aléas. Et ceux des territoires voisins se questionnaient sur l'ampleur des adaptations à mettre en œuvre si jamais leur climat devenait celui des territoires voisins. Et enfin, pour finir, quelques conclusions et solutions pour agir et favoriser l'engagement. Hop, alors attendez, j'ai pas avancé ici. C'est bon. Donc quelques conclusions et solutions. Donc là, je vous ai présenté pas mal de freins qui portent donc beaucoup sur les approches sociales et culturelles. La première chose que je dirais, c'est qu'il faut sortir on va dire des premières philosophies de l'environnement qui étaient des philosophies qui recherchaient notamment une valeur intrinsèque à l'environnement avec une vision très manichéenne des choses. Et je crois qu'il faut vraiment accepter que notre vision de l'environnement soit anthropocentrée, et je dirais même doivent être anthropocentrées. D'accord ? Centrée sur nous, parce que finalement, ce n'est pas la planète qu'on cherche à sauver, c'est la capacité de la planète à accueillir notre forme de vie qu'on cherche à préserver. Donc ça, je crois que c'est déjà la première chose. Et donc, ça doit influencer effectivement notre façon d'aborder les problèmes et le système environnemental. Et ça doit aussi nous permettre d'aborder les biais que cela induit dans la compréhension des mécanismes et dans nos pratiques, puisque si effectivement on doit essayer de comprendre comment fonctionne le système environnemental par rapport à nous, il faut aussi comprendre que notre façon que nous avons de désigner certaines parties de ce système, je pense aux mauvaises herbes, peut nous empêcher de voir certains rôles que ces éléments peuvent avoir qui seraient bénéfiques pour nous, puisque finalement, quand on parle de mauvaises herbes, c'est une vision manichéenne des choses, où on désigne un élément du système naturel comme mauvais, et donc derrière, ça a une influence très forte sur nous. Et pour terminer, je raccrocherai tout cela à l'un de mes domaines de spécialité, qui est l'approche participative et coopérative. D'accord ? Quand on prend l'étude de l'ADEME dont je vous ai parlé au début de la présentation, en 2017, les répondants nous disaient notamment que, en premier lieu, la responsabilité est celle de chacun d'entre nous. D'accord ? La responsabilité pour résoudre les problèmes environnementaux. Et finalement,
Ça, c'était valable pour 33% du public qui répondait et 43% chez les agriculteurs. Et finalement, la place, le rôle important des pouvoirs publics n'arrivait qu'en seconde position. Ça a tendance à me rassurer, parce que je me dis que tout le monde a compris. Au-delà, finalement, des responsabilités, des pointages de doigts particuliers, tout le monde a compris que c'était notre rôle à chacun en tant qu'acteur économique, d'où l'importance, finalement, d'intégrer toutes les parties prenantes des problématiques dans ce qu'on appelle de nos jours des tiers-lieux, et plus particulièrement, puisque c'est un de mes domaines de recherche, les Living Labs, qui sont en fait des institutions centrées sur l'innovation collective, où on fait intervenir toutes les parties prenantes, les décideurs publics, les associations, les chercheurs, les professionnels du domaine, les citoyens. J'ai écrit plusieurs papiers sur notamment la place des citoyens là-dedans. Et donc, il faut concerter entre les parties prenantes, partager les expériences locales entre acteurs et territoires, confronter les perspectives avec lesquelles nous abordons les problèmes, comprendre les contraintes de chacun. Le décideur public a des contraintes, notamment réglementaires. Le producteur a des contraintes, la survie économique de son exploitation, par exemple. Voilà, et donc il faut comprendre tout ça. Et en fait, c'est l'idée d'intégrer l'objectif, c'est d'intégrer l'idée que nous sommes tous, chacun, spécialistes dans notre domaine. Le citoyen est potentiellement spécialiste de l'usage, le producteur spécialiste de la production, le scientifique, ainsi de suite. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Et je termine ici, donc, par l'importance de la co-création des connaissances, de l'innovation participative. Si vous voulez regarder le genre de méthode qui peut être appliquée, je vous conseille un rapport de l'ADEME de 2023. J'étais content de l'avoir trouvé, celui-là, sur l'adaptation de l'agriculture guadeloupéenne, que je vous ai mis en dessous, voilà, qui nous explique un petit peu ce type de méthode. Alors, ce n'est pas exactement un Living Lab, mais c'est une méthode par projet avec des ateliers qui faisaient intervenir ici, dans ce cas-là, des producteurs, des agriculteurs de Guadeloupe avec les décideurs publics et qui, finalement, ont fait ressortir les outils à utiliser, les éléments scientifiques sur lesquels il fallait se focaliser, etc., et qui étaient financés, c'est pour ça que je l'ai trouvé intéressant, par Transformar, qui est un financement européen. Voilà, j'ai terminé. Puisque à la fin, c'est juste ma bibliographie avec donc pas mal d'auteurs de psychologie sociale et quelques économistes de l'environnement. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Benjamin. Merci infiniment pour cette invitation aussi à allier sensible et savant. Si vous avez des questions, on a un tout petit peu le temps pour en prendre une ou deux. Donc n'hésitez pas à lever la main. Je ne sais pas si certaines questions sont arrivées par l'application. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai juste une question très curieuse. Qui ici se sent éco-fatigué? Vous pouvez lever la main. Il y a quelques mains qui se sent impuissant. Ah bah, il n'y a pas beaucoup de mains, tant mieux. Bon, il n'y a pas de sceptique, hein, vous ne levez pas la main. Ok. Ce serait étonnant. Oui. Non, mais l'ADEME a sorti des chiffres récemment qui montrent d'un sondage à l'autre qu'il y a entre un quart et un tiers des Français et Françaises qui sont sceptiques, mais on retrouve les mêmes chiffres aussi à l'étranger. C'est ça, et quand on regarde, ça dépend beaucoup du groupe de personnes qu'on interroge, et ce serait, dans un sommet agroécologique, surprenant de trouver les sceptiques. Merci beaucoup, Benjamin. J'ai pas vu... Il y a une question. Ah, pardon, Céline. Alors, le micro, je te passe le mien. Vas-y. Bonjour, Céline Collin-Bellier, coordinatrice scientifique de l'association. Benjamin, j'ai juste une question. Est-ce que des Living Labs, il n'y en aurait pas dans la région dont tu aurais entendu parler ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je voulais en parler, j'ai oublié ça. Effectivement, il y a un Living Lab qui s'appelle Forland, qui vient d'émerger à l'Université de Bordeaux. Je ne sais pas s'il y a dans l'Assemblée des personnes qui sont de cette université ou qui connaissent, qui est en cours de recherche de financement, et effectivement qui s'intéresse à l'agroécologique avec une dimension tout d'abord sur les forêts et une deuxième dimension sur la production agricole.
Donc voilà, si vous vous interrogez sur les leviers, qui aller voir, etc., pour chercher des solutions, chercher à approfondir les problèmes, concerter, etc., dans ce type d'objectif, eh bien, ce Living Lab for Land, donc FOR en majuscule, LAND pour Land, tout attaché, vient d'apparaître à l'Université de Bordeaux. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. J'ai juste deux questions, enfin une remarque et une question. J'ai pas bien compris pourquoi on arrive à la conclusion que c'est une vision anthropocentrée de l'environnement qui nous amènerait à une meilleure prise en compte du problème et des solutions. Et ma deuxième remarque, vous avez cité l'agriculture guadeloupéenne en mutation. Et alors là, moi, je suis assez sceptique parce que j'ai une amie qui travaille sur la canne à sucre bio là-bas et on est loin du changement de perception et au contraire, il y a une éco-fatigue aussi qui a l'air de se dessiner. Voilà, donc merci. Tout à fait. Alors, je vais commencer par la dernière question. Alors, en fait, il s'agit d'un projet qui vient d'être publié en 2023. Et donc, en fait, ils se sont réunis pour réfléchir sur les problèmes en Guadeloupe. En aucun cas, ils n'ont engagé les transformations. Ils se sont mis d'accord sur les problèmes à évaluer, à étudier. Les mécanismes environnementaux auxquels ils pouvaient être soumis à étudier, les techniques de production, toutes ces choses-là. Mais après, bien entendu, ce sont des problématiques qui sont sur le très long terme, d'accord, voilà, à plusieurs dizaines d'années à mettre en œuvre. Donc c'est tout à fait normal de ne rien voir pour le moment, puisqu'ils viennent de mettre en œuvre les projets pour étudier, discuter la question, confronter les perspectives, les perceptions et avancer. Ensuite, la vision anthropocentrée, c'est simplement l'idée que on ne peut pas juste se concentrer sur comme je l'ai montré en fait dans la présentation, les résultats auxquels on arrive, c'est que l'approche que nous avons de l'environnement, elle est avant tout sociale et culturelle. Donc à partir du moment où elle est avant tout sociale et culturelle, ça veut dire que les décisions que l'on va prendre vis-à-vis de l'environnement et la vision que nous avons est anthropocentrée. Et donc on ne peut pas avoir une approche qui entre en opposition avec ça, puisque si on entre en opposition avec ça, on ne pourra pas faire avec la façon dont nous appréhendons l'environnement. Donc en fait, il faut accepter l'idée que non, la nature est ni bonne ni mauvaise, non, ce n'est pas la planète qu'on cherche à sauver, c'est sa capacité à permettre la vie, etc. Parce que, en fait, la nature, oui, elle a une valeur intrinsèque, mais elle aura une valeur intrinsèque même sans nous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dernière toute petite question? Oui, il y a une main qui s'est levée devant. Ça sera la dernière que je vais pouvoir prendre parce qu'après, on a un riche programme qui nous attend. Oui, bonjour. Une question, vous avez dit qu'il y a un manque de connaissances chez les agriculteurs pour comprendre tout ça. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui enseignent en fait ou comment les agriculteurs peuvent acquérir cette connaissance? Alors, c'est une très bonne question. En soi, non, je ne connais pas spécialement de dispositif, puisqu'en fait, c'est particulier aux universités, aux collectivités, aux formations qui naissent. Les outils comme les Living Labs dont j'ai parlé sont souvent maintenant soit ancrés dans les villes en lien directement avec les communes ou les communautés de communes, enfin voilà, les administrations locales, administration publique, ou bien même créés directement dans les universités. Donc en fait, c'est par le biais notamment de ce type de structure qu'on va pouvoir diffuser une meilleure compréhension, connaissance, puisque de toute façon, ce type de structure implique que les professionnels, que les citoyens viennent, et l'acculturation peut se faire par ce biais-là, par les participations. Ce qui compte dans un tiers-lieu, et notamment dans un Living Lab, c'est souvent une erreur que font les gens. Moi, je vois dans mon domaine, parce que j'ai travaillé ces dernières années sur les Living Labs immobiliers, et il y a souvent de très grandes entreprises qui viennent là-dedans, et tout le monde s'interroge sur pourquoi, à la fin, ils donnent le prototype qu'ils ont, ils le laissent en accès public. En fait, c'est parce que ce qui compte là-dedans, ce n'est pas le proto qui sort à la fin, ce n'est pas le résultat, c'est toutes les discussions,
qui ont eu lieu pour arriver là, où les personnes, justement, changent de perspective, intègrent de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de voir les problématiques, et finalement s'engagent, créent du réseau et amplifient la capacité à répondre aux problèmes. Merci beaucoup, Benjamin. Vous pouvez encore l'applaudir. Merci infiniment pour cette présentation.